Ça va? Voilà, alors, je vous présente Marie-Michel Zawish, qui est psychologue et psychanalyste à Montréal, qui est une amie de très très longue date, avec laquelle j'ai longtemps eu l'occasion de travailler. Elle a été pédagogue à l'origine, puis elle est devenue psychologue, puis psychanalyste. Elle avait une très longue carrière. Elle va nous parler aujourd'hui d'une patiente qu'elle a eue qui a été traumatisée dans des circonstances très exceptionnelles. Et voilà. Merci, Karim. À toi la parole. Je vous remercie de m'accueillir pour que je puisse vous parler d'une enfant. Il faut parler très près. Oui, c'est ce que j'essaye. Est-ce que vous m'entendez là? C'est mieux? Oui, oui. D'accord. Alors, c'est une petite fille que j'ai rencontrée. Et depuis que je l'ai vue en 2011, ça n'arrête pas de me faire réfléchir. Parce que, voilà, elle vient d'Irak. En 2003, avec la chute de Saddam Hussein et tout ce qui s'en est suivi, et qui se continue, et qui est en train d'envahir le monde avec la crise des réfugiés. Alors, je l'ai nommée Félicité, mais en fait, c'est la traduction de son nom arabe. Alors, je commence mon texte. Je vais essayer de vous le rendre le plus dynamique possible. Enchevêtrement. Avec Félicité, nous avons essayé de retracer son parcours et les circonstances des événements déclencheurs de traumatismes psychiques et physiques cumulatifs graves. Leurs enchevêtrements ont fait imploser sa famille. Elle a 14 ans quand elle arrive dans mon bureau. Tout ce que je peux voir d'elle sont ses yeux. Elle a la tête cachée dans son kangourou. Elle cache ses mains dans ses manches trop longues. Son corps est en état de tension. Son apparence la hante et nous hante. Je note tout de suite qu'elle veut me parler en français. Face à cette souffrance vive, ces hurlements de douleur silencieux et le tumulte intérieur de cette adolescente, je me demande comment consentir à prendre en charge ces symptômes. Pour ne pas sombrer à mon tour dans cette sidération et dans ces sentiments d'impuissance, de frayeur et d'horreur, j'essaye de reprendre la séquence des événements. Ils m'ont été présentés pêle-mêle, à la fois par Félicité, sa mère et la travailleuse sociale. Félicité ne peut raconter comment son drame a commencé. C'est un blanc, un trou total. Il lui est difficile de prendre la parole. Aucune langue ne vient à son secours. C'est sa mère qui nous fait part de la suite tragique des événements. Elle, sa mère, prend la parole dans sa langue maternelle qui peut lui permettre toutes les résonances affectives. Alors, un premier temps logique, un temps de latence, un temps pour voir et entendre. Un regard qui ne voit rien, un chaos sonore. Dans ce lointain pays du Moyen-Orient, elle a 6 ans et demi. Et comme tous les enfants de son âge, elle aime accompagner sa mère au marché. Avec sa petite menotte légère et heureuse, elle tient la main de sa maman. Tout à coup, une détonation de coups de mortier et de fusil envahit l'espace. Apeurée, elle lâche la main de sa mère. Elle essaye de se cacher, de se réfugier quelque part. Les personnes autour d'elle courent, fuient dans tous les sens. Les balles traversent l'espace à la recherche d'une cible. C'est la cacophonie et le mouvement étourdissant. L'enfant se cache. Elle trouve quelque chose qui ressemble à un mur solide, un rempart.
qui ne bouge pas dans tous les sens. C'est une génératrice qui, sous l'effet des tirs des forces armées américaines et des milices locales, explose soudain. L'enfant est projeté dans les airs, sa chair est carbonisée. Terrorisée, sa mère la prend dans ses bras et la ramène à la maison. Elle est muette et le restera longtemps. Recroquevillée dans un coin de la maison, personne ne peut la toucher. Elle ne répond pas. Elle est là en position fétale. Ses parents sont désespérés. Félicité ne se souvient de rien, sinon qu'elle restait à la maison, brûlée sur tout le corps et au visage. Elle pleurait d'une souffrance indicible et irreprésentable. Frayeur et horreur la submergent. Et les parents vivent un sentiment douloureux d'impuissance à voir leur petite fille dans cet état. Les parents essaient en vain de la soutenir. Leurs efforts d'éveil de sa mémoire sont vains. Un trou béant, elle est sidérée. La famille tente de s'adapter à tous ces bouleversements. Pour Félicité, sa vie a basculé. Elle est perdue dans un gouffre, elle n'a plus de souvenirs. Sa mémoire flanche. Un hors-temps, un hors-lieu. Il y a eu les bombardements au marché, le retour à la maison, et là, tout s'estompe. La famille tente de s'adapter à tous ces bouleversements. Un jour, Médecins sans frontières entre en scène. Ils offrent aux parents de la soigner, de redonner à cet enfant une apparence humaine, de voir comment opérer sa peau pour qu'elle se cicatrise et reprenne sa couleur chair. Une lueur d'espoir brille dans les yeux de ses parents. Médecins sans frontières offre aux parents de prendre en charge leur petite fille. Elle a 9 ans, presque 3 ans ont passé. Mais ils ne peuvent la soigner sur place en raison de la gravité de son état. Par contre, ils peuvent l'envoyer en Jordanie, où les ressources médicales, technologiques et hospitalières plus adéquates à son état sont disponibles. Il faut cependant qu'un membre de la famille accompagne l'enfant. Tous les frais seront pris en charge par Médecins sans frontières. La première réaction de l'enfant est de se blottir contre sa mère. Elle ne voit et ne veut pas que sa mère, elle ne veut que sa mère pour l'accompagner. Face à l'anxiété du moment, suscitée par la perspective de la séparation prévisible, le papa décide que ce sera lui qui accompagnera sa fille. Son souci est celui de protéger sa fille et sa famille. Il ne voit pas comment sa femme et sa fille, 2 femmes, puissent se retrouver toutes seules dans un pays étranger, et ce, même sous les soins de Médecins sans frontières. Bon, un pays étranger, ben oui, la Jordanie et l'Irak, c'est quand même pas la même chose. Et alors, il veut pas refuser cette offre, il veut redonner à sa fille une chance de redevenir humaine. Le séjour, alors il n'y a que l'absence, j'ai mis ce sous-titre. Le séjour en Jordanie est très long, presque 3 ans à subir de multiples opérations. Des hospitalisations fréquentes qui durent parfois plus qu'1 mois. Ils ne sont pas chez eux dans ce social, même si en apparence c'est la même culture et la même langue. Ils n'ont que 2 rares nouvelles de leur famille, de leur village. La guerre continue. Le désespoir de la solitude s'empare d'eux. Tout semble fixé par les interventions chirurgicales de sa fille. Pour le père, le déroulement de son existence se perd dans un temps indifférencié, un temps suspendu où il ne voit aucune perspective d'avenir. Et il ne va même plus voir sa fille à l'hôpital. Cet enfant meurtri me parle de son désarroi, mais pas dans sa langue maternelle. Elle a réussi à apprendre le français en 3 mois. Félicité peut dire qu'elle se sent un trou au cœur. Sa chair se donnera-t-elle à entendre? De quel réel se détourne-t-elle en refusant de parler sa langue maternelle? Du corps souffrant de cet enfant à son groupe communautaire frappé de discrédit, comment par la parole, par le verbe, dépasser ce qui nous échappe?
Comment développer une réflexion sur son destin d'enfant traumatisé par ces guerres féroces? L'illusion est à découvert. Son corps est en état de tension. Ce qui est visible, c'est son corps meurtri, recouvert de cicatrices suite aux multiples interventions chirurgicales. Elle est hantée par son apparence, qu'on peut dire monstrueuse. Elle se sent devenir un spectre. Tout devient informe, immonde. La mort rôde. Tout se confond. Son monde est déréglé. Le regard des médecins est anonyme. Il n'y a plus de système de référence. La seule voix qui lui parle est celle des médecins. Elle s'y accroche en espérant retrouver une apparence humaine. Alors qu'ils sont là depuis 2 ans, un jour, le père s'absente. Elle l'attend tous les jours. Il ne vient pas la voir. Au bout d'un mois d'absence, son père se présente enfin à l'hôpital pour la ramener dans le petit appartement qui leur a été désigné. Pas un mot, pas un geste affectueux. L'angoisse d'abandon monte. Elle ne comprend pas. Arrivée à l'appartement, son père fait couler de l'eau froide dans la baignoire. Il ne parle toujours pas. Des idées de persécution l'envahissent. Elle raconte tout ça en arabe. Sa langue maternelle a surgi tout à coup. Sa langue maternelle l'habite sans qu'elle le sache. Son affolement est intense quand elle dit que son père lui attache les mains et les pieds et la met dans la baignoire, laissant le robinet d'eau froide couler. Pour elle, ce moment a duré une éternité. Elle dit probablement 24 heures. Elle a froid, elle a peur de mourir, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle implore son père de la sortir de là. Il est pris d'une rage folle, il lance n'importe quoi qu'il trouve sous sa main. Finalement, il sort son enfant frigorifié du bain. Elle est glacée d'effroi. Elle pense que son père a voulu l'anéantir. Elle ne comprend rien. Elle se souvient que ça a pris 1 semaine avant que l'inflammation et les boursouflures de son corps s'atténuent. Une question s'impose. Le père a-t-il eu des souhaits de mort? Voulait-il commettre le meurtre de sa fille? Pour Vigarello, dans Le propre et le sale, l'hygiène du corps depuis le Moyen-Âge, il rapporte que dans l'imaginaire du bain froid, l'eau pénètre le corps et le renforce. C'est l'image d'un corps énergétisé qui s'impose. La froideur de l'eau offre des avantages considérables. L'impression subite du froid sur le corps resserre promptement les parties extérieures et celles qui en sont voisines. Par ce moyen, c'est la structure du corps qui est contractée, consolidée. D'ailleurs, encore aujourd'hui, le premier élément des soins des brûlures est leur refroidissement. Il faut passer la zone brûlée sous un écoulement continu d'eau froide. Quant aux brûlures chimiques, elles nécessitent un lavage plus long. N'oublions pas qu'elle a été entièrement brûlée par les bombes. L'eau froide, par contre, peut causer de l'hypothermie et provoquer des frissons. Devant l'affolement de l'enfant suite au bain glacé, Médecins sans frontières conseille alors au père de faire la demande d'un statut de résident permanent au Canada, et ce, pour toute la famille. Ainsi, sa fille pourra avoir les soins nécessaires et améliorer son sort, et du même coup, la famille sera réunie. Elle pourra revoir sa mère, désir qu'elle invoque ardemment. Il lui semble qu'auprès de sa mère, elle pourra émerger de ce cauchemar. La mère et la fratrie sont obligées de se déplacer dans un pays voisin, la Syrie en l'occurrence, pour toutes les démarches administratives en vue de leur immigration. Ils y resteront 6 mois. De son côté, Félicité arrive avec son père à Montréal. Elle a hâte de revoir sa mère. La prise en charge médicale redémarre. Elle est inscrite à l'école et elle apprend très rapidement le français. La famille réunie, leur situation est précaire et les conditions d'installation difficiles dans le pays d'accueil. Le futur est incertain, la famille est dans la pauvreté. La modification des rôles sociaux et culturels des hommes et des femmes les bouleverse. Ça fait 7 ans que le père se sent dans le néant. Il espère à chaque fois reprendre sa vie et s'occuper de sa famille. Mais le fil rouge lui échappe tout le temps.
Quand est-ce qu'il pourra reprendre sa vie avec dignité? Dans quel labyrinthe se trouve-t-il? Quel monstre l'attend? Alors, il n'y a plus de l'heure. Entre déchaînement pulsionnel et déchéance paternelle, quelle est la place de chacun? Avec la perte des repères culturels et familiaux, ajoutée à la difficulté de trouver un emploi où il pourrait retrouver sa dignité, ce père devient impatient et se laisse emporter par des colères soudaines. Puis un jour, il lance un ordinateur contre le mur. C'est la panique totale dans la maisonnée. Le père se sent un représentant hostile d'un monde déchu, insupportable, menacé de trop de présence face à la surabondance des interventions. Eros se radicalise en mise en acte de la pulsion de mort. Et là, je cite Paul-Laurent Assoun dans Tuer le mort, un livre très intéressant. Cet événement a été raconté par Félicité à une amie à l'école. Il a été interprété comme étant de la violence familiale. Cette amie en parle au professeur qui fait un signalement de violence familiale à la direction de la protection de la jeunesse. Et celle-ci entre en scène. Félicité raconte tous les événements. La mère implore de l'aide. Elle ne reconnaît plus son mari. Quand je rencontre la jeune fille, la rage l'habite. Elle ne regrette pas d'avoir parlé, mais elle est bouleversée face aux nombreux impacts sur tous les membres de la famille. Ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est encore une rupture de lien, une rupture de sens et de culture. Cet affolement persiste et elle répète « Mon père est en prison, ma mère a dû demander le divorce. » Elle explique afin qu'elle puisse avoir la sécurité du revenu et s'occuper de ses enfants. Cette exigence a été apportée par les travailleurs sociaux. Si tu veux avoir de l'argent et t'occuper de tes enfants, tu dois divorcer. Alors imaginez-vous, son père a profané une valeur primordiale, la protection de sa fille. Il a transgressé un tabou alors que leur relation était sacrée. Elle devient impure. Cet événement soudain, imprévisible, laisse en elle une immense blessure narcissique qui la renforce dans un constat d'impuissance écrasante. Pour Paul-Laurent Assoun, cette idéalisation, en plus de la jubilation qui est complètement déliée au niveau pulsionnel, voit le fantasme de mise à mort auquel l'idéalisation fait barrage, mais que paradoxalement permet de pratiquer cette mise à mort. Vous allez voir par la suite exactement ce que ça veut dire. Un élément de révolte est très présent en elle, qui rend difficile en ce moment toute possibilité de communication ou même d'historisation pacifiante des événements. L'angoisse est impossible à localiser, elle a tout envahi. Mais ses cris, sa terreur se sont transformés en appel. Le danger a maintenant un visage, celui de son père. Elle peut commencer à parler. Pour elle, il se crée un lien très particulier à son père qui est devenu son ennemi, une puissance menaçante, un meurtrier. Son ambivalence face à son père dégage le fondement inconscient de cette actualisation de sa mise à mort. Son père a voulu la tuer. À son tour, elle le met à mort, une mort lente, tout en torture psychique. Elle ne peut plus vivre à la maison. Elle est donc placée dans un foyer d'accueil avec quelques adolescentes et des éducateurs. Je tente une discrète reconstruction qui exige le trauma. Je la relance sur ce qu'elle a vécu petite fille, les bombardements et ce trou de mémoire en lui proposant un livre, le livre de Lamia Ziadeh, c'est Bye Bye Babylone, Beyrouth, 1975-1979. Cet auteur a essayé de reparcourir son parcours à elle de la guerre avec des dessins, les images que la petite fille de 8 ans a gardées. Alors, elle regarde les images, mais son regard se perd loin. Elle me remercie, elle me dit que maintenant sa priorité, ce sont les interventions en chirurgie plastique. Elle doit très prochainement subir une autre intervention chirurgicale. Elle y met beaucoup d'espoir. Est-ce sa seule perspective d'avenir? Elle ne reviendra pas me voir.
C'est ainsi que le destin de cette famille a été scellé par le drame de leur fille. Victime directe de cette guerre insensée, comme toutes les guerres, qui font des enfants des victimes innocentes. Alors, dans un deuxième temps, qui est plus un temps pour comprendre, à la guerre, le tabou du meurtre est transgressé en toute légalité. Le meurtre est institutionnalisé, il devient passion. La déliaison jubilante des pulsions fait son œuvre. Elle ouvre un abîme où tout s'engloutit. Quel rôle occupe la haine dans la vie individuelle et collective? Cette histoire intime, celle de Félicité, celle de sa famille, est pourtant une histoire universelle, celle de tous les humains qui vivent des conflits armés. Félicité a franchi un pas qui a creusé le sacrifice de sa famille. L'enfant, innocente et joyeuse, sera poursuivie toute sa vie par sa souffrance et sa terreur. Des questions s'imposent à moi. La question de la langue, du langage. Selon Grapp, quand on est réfugié et qu'on a tout perdu, toute dimension interprétative est impossible. Chez les enfants, une hypermaturité arrive du jour au lendemain et l'enfant utilise son intelligence pour esquiver un peu le traumatisme, pour ne pas aller vers lui. Félicité a appris le français en 3 mois. Tous les intervenants sont émerveillés. Cette capacité d'apprentissage hors du commun devait l'aider à s'éloigner de son angoisse traumatique et esquiver son traumatisme. Mais comme le dit Hassoun, l'inconscient a passé son message en contrebande. La jeune fille fera entendre sa voix. La langue seconde deviendra son point spécial d'excitation vindicative, un terrain possible de tous les affrontements. Mais c'est elle contre quel ennemi elle se bat? Pour Freud, la haine se présente comme un affect soutenu par le langage. La haine est d'abord liée à un amour malheureux, puis elle entre dans l'ambivalence qui associe amour et haine. Selon Vincent, la langue seconde s'oppose au refoulement et la haine n'épargne plus personne. Tandis que la langue maternelle s'oppose à la loi du talion et aux pulsions destructrices. Nous notons qu'elle a raconté l'épisode du bain glacé dans sa langue maternelle. Tremblante, elle ne peut croire que son père a voulu la tuer. Sa confiance en lui, son amour pour elle, elle les réclame. Elle ne peut imaginer qu'il ait voulu la détruire, mais ce fut de courte durée. Dans sa langue seconde, elle s'arme d'une force qui va ensuite la pousser constamment, tête baissée dans sa colère. Elle se situe comme cause d'elle-même. Elle accuse son père. La langue maternelle de Félicité aurait-elle perdu sa fécondité, celle de transmettre un nouveau souffle de vie? Aurait-elle perdu les capacités métaphoriques du langage, celle de sa langue maternelle? Va-t-elle perdre sa langue maternelle? Son identité sera-t-elle affectée, donc affaiblie? Nazir Hamad pose cette question. Qu'est-ce qu'on perd quand on entre dans une nouvelle langue? Et je me pose cette question par rapport à Félicité. Existe-t-elle vraiment en tant que sujet responsable de ce qu'elle dit? Sa langue seconde est devenue une machine de guerre. Elle lui permet de développer sa capacité d'haïr et sa capacité de destruction. Alors, dans un troisième temps logique, un temps de traduction, en retrouvant sa mère, Félicité croyait renouer avec elle-même et sa famille. Elle essayait de s'agripper au souvenir de ce regard. Pour le tout petit, c'est le regard de la mère qui est le précurseur du miroir. Aujourd'hui, elle est furieuse devant son image dans le miroir. La jouissance inconsciente qu'elle a ressentie en accusant son père, sa prise de pouvoir jubilatoire lui donne le vertige. Cette jouissance fait suite aux multiples attaques contre son corps carbonisé et marqué par les multiples chirurgies. Ce sont des attaques répétées contre son corps.
Elle a pris conscience qu'elle avait été transformée en déchet, que son père était devenu un meurtrier étranger à la place des soldats et des milices. Une fois de plus, elle rencontre le réel comme dans une collision frontale. Cette fois-ci, sa mémoire reste vive, mais elle annule tout ce qui s'est passé avant le bain. Sa terreur, son effroi, sa peur de mourir se sont cristallisés en ce moment. C'est la douleur ressentie dans son corps glacé qui l'a livrée à la terreur. Elle a pris conscience qu'elle rencontrait la mort une fois de plus. Avec Océran, il me paraît que sa prise de pouvoir est devenue une arme grâce à sa langue seconde. Elle a instrumentalisé sa jouissance. L'équivalence entre la langue seconde et l'arme comme machine de mort relève de la jouissance phallique. Elle peut atteindre l'autre, le pénétrer, le faire emprisonner avec les mots qui lui ont manqué dans sa langue maternelle, mais que sa langue seconde met à sa disposition. Elle possède son père et toute la famille est à sa merci. Ils ont quitté leur pays en guerre, ils ont eu la vie sauve, ils peuvent vivre leur rêve américain dans l'opulence, la tranquillité. Mais elle a perdu son corps, son âme, son cœur. Cette jouissance non barrée par la castration représente un enjeu incestueux, une passion narcissique. Ce qui lui a été retiré revient avec cette compensation jubilatoire et haineuse en toute légalité et la légitimité par la voie du système socio-judiciaire et médical. L'idéalisation voile le fantasme de mise à mort. L'idéalisation fait barrage dans l'inconscient et elle permet de mettre en œuvre le fantasme. Médecins sans frontières, les casques bleus de l'ONU, les services sociaux offrent une construction idéale, un fantasme scientifique. Ils prônent et nous font plonger dans une rationalité utilitaire. Ils représentent des corps révolutionnaires glorieux dont le fantasme rationnel et scientifique est d'annuler le mal et de restaurer l'humanité. Félicité est piégée dans son fantasme de mise à mort et le fantasme scientifique des médecins et des travailleurs sociaux. Les intervenants des services sociaux sont dans la même illusion de maîtrise du corps social et de façon institutionnalisée s'attaquent à la filiation de l'autre. La conséquence d'une construction idéale est d'expulser l'autre. On le voit quand ils exigent le divorce de la mère pour maintenir une idée. Les excès de l'idéalité entraînent une forme de pensée massifiante qui recouvre le déni de l'autre dans sa généalogie, dans sa filiation. Nous sommes encore tout près de la Shoah, des génocides et des massacres du XXe siècle. Chez les intervenants socio-judiciaires, nous reconnaissons la résonance inconsciente d'une souffrance qui résonne dans leur inconscient et les porte à s'occuper de la pauvre victime. Subjugués, sidérés par cette souffrance, ils adoptent un rôle sur mesure, un rôle de bienfaiteur qui s'impose à eux pour sauver l'humanité. Cette souffrance ouvre une voie qui exige l'effacement du sujet. La rationalité utilitariste prend le dessus sans aucune réflexion préalable sur le sens de l'humanité. Et il ne semble pas se questionner sur l'inhumanité de la démarche de leurs actes de réparation. La rationalité est devenue le maître céleste, elle pousse vers l'ordalie, se plus de jouir et exige la docilité. Le lien collectif succombe à ce hors-sens. Félicité est l'objet de la jouissance de la science, après avoir été celui de la jouissance de la guerre. Et finalement, croyant être l'objet de la jouissance de son père, elle se lance à corps perdu dans sa jouissance mortifère. Où est le sujet? Quelle altérité invoquer? Avons-nous complètement altéré toute possibilité de loi humaine? Merci. Merci, madame. Merci. C'était vraiment très intéressant et ça nous porte justement dans la question
actuelle de la guerre. Et je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir, se qualcuno vuole intervenire. Ça nous angoisse un peu. Oui. Et, Je trouve l'image que vous avez utilisée au départ de la recherche de la sécurité qui devient le malheur. Il faut que là, c'est une clé quand même qui montre bien que tout le reste est un peu résonance de Tout à fait. cette recherche désespérée en fait de sécurité qui se transforme en malheur. Un malheur et un cauchemar pour tout le monde. Rien qu'à penser tous les réfugiés qui partent en bateau comme ça pour fuir des bombardements et qui se trouvent à mourir. Oui, mais... Poche cose. Mi sembra, grazie, molto bello il lavoro e molto partecipato. Lo collego, mi viene da collegarlo come riflessione al lavoro prima della dottoressa Luis, dove sia in quella situazione della ragazza sia in questa, mi sembra estremamente importante la presenza di figure che possano in qualche modo tamponare, non guarire, tamponare le ferite subite per un motivo o per un altro, insomma, no? Di tutte e due le ragazze, e poter pensare di poter continuare a vivere una vita psichica per quanto possibile. Grazie. Sì. vous avez compris? Oui, oui, mais je peux même répondre en italien se vuoi. Ma era piccola, aveva 6 anni quando è arrivata, non poteva comprendere e simbolizzare. Pardon. Non poteva comprendere e simbolizzare che gli succede. Certo. E dopo è stata 7 anni dans le néant. Nel nulla. No, ma io pensavo alle figure poi posso dire, riparative, Medici Senza Frontiere, lei, la psicanalista, forse qualche altra, che in qualche modo l'hanno aiutata a tamponare. All'inizio no, era la catastrofe, ma non è andata in pezzi completamente questa ragazzina, questa bambina. Mais les travailleurs sociaux, les services sociaux, ils ont exigé que la madre divorce. Hai capito? Divorziasse. I servizi sociali hanno voluto che la madre divorziasse. Perché lei potesse avere un sostentamento, sì, perché certo, anche questa è una violenza. Ma è così tutto. E quando è arrivata aveva 14 anni, ma no, era tardi. Et j'ai essayé, quand il livre, quand il disaigne, Vous pouvez parler français? oui, d'amener sa mémoire d'enfant, parce que les enfants prennent des images. Et à partir des images, on peut parler de sa vie intérieure. Elle a paniqué. Et elle s'est arrêtée juste sur les images des armes. C'est un livre très intéressant à travailler avec les enfants. Lei ha cercato di aiutarla facendole vedere dei disegni, delle immagini della guerra. E lei è andata nel panico e si è soprattutto interessata alle immagini delle armi. Me parece el trabajo muy profundo y abordado desde todas las posibilidades existentes, pero es un caso realmente grave de los tantos que se repiten. Mi pregunta sería... Est-ce qu'on pourrait traduire l'échange d'abord? Oui, elle dit que le travail c'est très intéressant et c'est très étonnant pour elle.
et c'est très profond aussi. Et donc, elle veut, de toute façon, elle veut faire une question. En casos tan graves como este, aunque no es el único, Dans certains cas qui sont comme assez graves, comme celui qu'on vient de parler, mais ce n'est pas le seul. C'est pas seul. ¿no han pensado en la posibilidad de un apoyo psicofarmacológico? Est-ce que vous avez pensé Un aide psychopharmacologique. Elle était tout le temps sous pharmaco. Je veux dire, juste les opérations de chirurgie plastique. Ouais, estaba todo el tiempo bajo los psicofármacos, a partir de, bueno, o sea, bajo la medicación por la cirugía plástica que tenía que hacer. Sí, pero yo me refiero a un tratamiento psiquiátrico concreto que podría ayudar, no tal vez a revertir toda la sintomatología, pero sí a mejorar ciertos aspectos de su conducta. Mais parle surtout d'un traitement psychiatrique Oui. qui pourrait aider, pas à enlever tous les symptômes, mais certains contrôles sur ces ben, comportements. au Québec, parce que je peux parler d'ici, lorsque les personnes ont une blessure physique, on va tout de suite les envoyer à la clinique de la douleur, dans les hôpitaux. Et là, on va les bourrer de morphine, de codéine et de tout ce qu'il faut. In Quebec, quando ci sono queste situazioni, vanno subito inviate negli istituti dove vengono riempiti di farmaci, di morfine, di cose. Concretamente a tratamientos psiquiátricos que hoy existen actualmente más allá de los tratamientos del dolor. Elle parle de... Yo quería agregar algo así de traducir, que tiene que ver más con la restauración de la sinapsis, de la neuronal y la restauración de todo el mecanismo neurocerebral. Elle parle surtout sur la question de faire référence à un travail de psychopharmacologie au lieu de ce travail qui est au niveau plus physique, dans le sens de travail avec la douleur. Elle parle surtout de la restauration synaptique du cerveau, de certaines qui pourraient un peu aider. C'est ça, Ben, ça n'a pas été pris en ligne de compte. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, son intelligence, le fait qu'elle ait appris, on n'a jamais considéré son traumatisme. Puis aussi, il y a une tendance très forte ici, puis je pense que Louise en parlait avant, de la victimisation. On va regarder les personnes comme des victimes. On ne va pas aller chercher leur essence humaine et essayer de trouver des moyens. D'ailleurs, sa thérapie aurait dû être payée par un organisme que nous avons qui s'appelle IVAC, c'est Indemnisation des victimes d'actes criminels. Quand je parle de logique utilitaire, on va tout le temps regarder ce qui est utilitaire, le symbolique, la personne humaine, sa souffrance psychique ne sont pas écoutés. Quien considera a la persona humana en su integridad también le aporta todos los otros elementos científicos existentes, porque si no nos quedamos solamente con una parte de la ciencia que puede aportar y la otra puede realizar el resto, haciendo que esta persona sea más persona. Elle dit qu'il faut considérer la personne avec tous ces niveaux, donc c'est pas seulement ses côtés psychiques, c'est aussi ses côtés biologiques, donc il faut, faire référence à ces organismes, prendre en compte la personne comme un... Oui, regardez. Il faut ajouter des choses aussi. Tout à fait. Mais ce que je dénonce, parce que je reçois dans mon bureau des personnes qui viennent de partout, okay? Des réfugiés, des immigrants.
Alors, je parle du cas, je pense à un monsieur qui est devenu paranoïaque aujourd'hui, qui a passé 2 ans dans des camps de réfugiés en Belgique. Ce monsieur était un ingénieur, était cultivé, ses parents, en fait, il fuyait la dictature communiste. Puis, oui? Oui, un moment, parce que sinon est trop long, ok. Ella pone el ejemplo de una persona, un señor que vino, que era muy cultivado, hablando de un ingeniero que estuvo, combien de temps dans un... 2 ans dans les camps de réfugiés en Belgique. In un campo de refugiados. Traduco intanto in italiano. Dice, no, parla di un suo paziente che è stato 2 anni nel campo di rifugiato, che era intellettualmente, era un ingegnere, insomma, e che poi è diventato completamente paranoico. C'est ça. In Belgio, no? È stato 2 anni in un campo di rifugiati in Belgio, sì. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que là, le cas en Belgique, les gens sont enfermés comme dans un enclos, comme les animaux. Ils n'ont pas le droit de sortir de là. Ils sont juste là en attente d'un passeport pour qu'on les reçoive dans un autre pays. Sì, sono lì dentro come in una prigione, chiusi per degli anni, come degli animali, aspettando di avere un passaporto, delle carte. Sappiamo. Agregar que aparte de las condiciones sociales en que se reciben los refugiados y que ellos se encuentran, lo que están queriendo decir es que después de situaciones traumáticas graves hay, digamos, una ruptura de todo lo que es el tejido neuronal, que los psicofármacos y toda la línea, digamos, avanzada en este momento de la investigación psicofarmacológica ayuda a esa restauración. Es como que es, digamos, un tratamiento paralelo al tratamiento psicológico. Elle dit que de toute façon, ce qu'elle veut remarquer, c'est que après un traumatisme à tel degré, il y a des blessures au niveau neuronal. Donc il faut faire ressources, je ne sais pas si on dit comme ça, mais il faut aller trouver les dernières données de la science du côté des psychopharmacologie. Excusez-moi si je peux intervenir. Oui, allez-y. Je crois, si je comprends bien ce que dit Madame, c'est qu'il n'y a pas, enfin, on ne peut pas arriver à donner des médecines c'est la même condition de réfugié qui crée la traumatisation et qui crée le problème. Voilà ce que je crois, hein, je ne sais pas si j'ai bien compris. Et finalement, c'est pas, s'il y a un traumatisme initial dans la guerre elle-même et dans ses conséquences, on continue à traumatiser la même personne à travers le secours qu'on lui donne. Voilà, c'est ça ce qu'elle veut dire. Là, c'est pas une question si c'est avec avec des médecines ou avec de la psychanalyse ou avec de la thérapeutique psychologique. Ce qu'elle lamente, c'est que on passe d'un traumatisme à l'autre et ça ne finit jamais. Voilà. Je crois, d'avoir bien compris. Je sais pas si j'ai bien compris. Et on refuse l'altérité. Je vais dire, je peux bien croire juste avant d'aller. Et on refuse la culture. Et la culture. Familiale et c'est ça. D'origine, voilà, c'est ça. On ne comprend pas quelle est, comme disait Louise, je crois, non, disant, il y a une réalité culturelle qui doit être tenue en compte, voilà, non? Oui, tout à fait. Et puis aussi, si vous leur proposez des médicaments, ils vont vous répondre, mais je ne suis pas folle. Il y a tous les textes, oui, par rapport au cerveau, comme Muriel Salmoni, qui a beaucoup parlé des femmes victimes d'agressions sexuelles et comment, au niveau du stress et tout ce qu'elles peuvent vivre après, est très aigu. Mais ces personnes-là, ce qu'elles cherchent, c'est leur dignité humaine, qu'on les considère comme un être humain différent, avec un système de référence différent.